Et si le libéralisme, ce n'était pas une multitude d'idéologies, mais un seul et même chemin avec différentes étapes? C'est l'idée, un peu provocatrice, qu'on explore aujourd'hui, à travers le modèle de maturité libérale proposé par Stéphane Gers. Tout part de cette citation, qui met le doigt sur une tension fondamentale. Au fond, au sein même de la grande famille libérale, le mot liberté, il ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et c'est justement cette divergence qui est au cœur du modèle de Gayers et qui va nous guider tout au long de cette explication. Alors, comment en est-on arrivé à vouloir, en quelque sorte, classer les libéraux? Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière, à la source en fait, le propre cheminement intellectuel de l'auteur. Un parcours qui l'a mené de zéro connaissance à une conviction vraiment radicale. En fait, le point de départ de Gérès, c'est celui de pas mal de monde, une méconnaissance quasi totale des penseurs libéraux. Son voyage ne part pas d'une grande théorie abstraite, non, non, ça vient d'une série de lectures qui, l'une après l'autre, vont vraiment forger sa vision du monde. Et ce parcours est assez fascinant à suivre. Ça commence avec des auteurs comme Revel, puis hop, il plonge dans les fondamentaux de l'école autrichienne avec Mises. Après ça viennent les lectures qu'on pourrait dire fondatrices, d'Ayn Rand, de Frédéric Bastiat, qui vont vraiment solidifier les bases. Le puzzle commence à s'assembler avec Rothbard pour finalement arriver à ce que Gayres considère comme l'aboutissement logique le plus rigoureux de la pensée libérale, l'anarcho-capitalisme, avec des figures comme Hoppe. Mais voilà le hic. En discutant avec d'autres personnes qui se disent libérales, c'est la surprise totale. Ils découvrent un paysage complètement éclaté. Il y a des minarchistes, ceux qui veulent un État minimal, des classiques et même des libéraux de gauche. Pour lui, qui venait de suivre un chemin qui lui semblait si clair, si linéaire, cette diversité était juste incompréhensible. Et donc, face à ce qu'il perçoit comme une sorte de chaos d'idées, Gayres a voulu y mettre un peu d'ordre. Et c'est de là qu'est née son idée la plus célèbre, on va dire, la pyramide des libéraux. Un cadre pour essayer de cartographier ce territoire idéologique. L'inspiration vient de la fameuse pyramide de Maslow. Et son idée, elle est assez radicale, il faut le dire. Pour lui, il n'y a pas plusieurs libéralismes, non. Il y en a un seul, un vrai. Et tous les autres, ce ne sont que des étapes, des niveaux de maturité, ou de rigueur, si l'on veut, sur le chemin qui mène tout en haut. Alors, la voici, cette structure. Elle est organisée en 6 niveaux. Tout en bas, à la base, on trouve les dormeurs. Ceux qui, au fond, ignorent leurs propres penchants libéraux. Et tout en haut, le sommet, la cohérence idéologique parfaite. Entre les deux, un parcours progressif, où l'idée même de l'État est rejetée de plus en plus fort. Allez, on va regarder ça de plus près. Bon, commençons par le commencement, la base de la pyramide. C'est là que se trouve, d'après Gayes, la grande majorité des gens. Le point commun de ces premiers niveaux, c'est une acceptation, qu'elle soit consciente ou non, du système étatique en place. Ce qui définit ces 4 premiers niveaux, c'est vraiment leur rapport à l'État. On part des dormeurs, qui sont libéraux sans même le savoir. Juste au-dessus, les pseudo-libéraux, pour qui le libéralisme, c'est juste une question d'économie. Ensuite, on a les démocrates, qui pensent que la liberté, ça passe par les urnes. Et enfin, les minarchistes. Eux, ils ont compris que l'État est un problème, mais ils s'accrochent encore à l'idée d'une version minimale. Pour Gers, tout ce monde-là est encore à mi-chemin. Allez, on quitte la base de la pyramide et on monte, on s'élève vers le sommet. Et c'est là, tout en haut, que Gayers situe ce qu'il appelle le nirvana libéral. C'est le lieu de la compréhension totale, là où l'idée même d'accepter l'État a complètement disparu. À ce stade, pour Gayers, les choses sont limpides. Les seuls vrais libéraux, ce sont ceux qui ont complètement dépassé toute forme d'acceptation de l'État. Autrement dit, les anarcho-capitalistes. Mais attention, ce n'est pas si simple. Même tout en haut, il fait une dernière distinction, une nuance vraiment cruciale qui va séparer l'avant-dernier niveau du sommet absolu. Ok, alors c'est quoi la différence entre ces 2 derniers niveaux? C'est subtil, mais pour Gayers, c'est fondamental. Les 2 rejettent l'État, ça, c'est la base. Mais pour atteindre le sommet ultime, Gayers, qui s'inspire beaucoup de Hans Hermann Hoppe, ajoute une condition. Il dit que la liberté ne peut pas s'être séparée d'un droit de propriété absolu. Et ça inclut, dans sa vision des choses, le droit pour un propriétaire de discriminer de manière pacifique, c'est-à-dire de choisir qui il accepte ou non sur sa propriété. C'est clairement l'étape finale et la plus controversée de toute la pyramide. Bon, on a grimpé tous les échelons et on arrive où? À la fin. Pour décrire cette destination, Gayers n'utilise pas un concept politique classique, non. Il emploie une métaphore cosmique assez puissante, celle du trou noir de la liberté.
Et là, on touche vraiment au cœur de sa thèse. L'anarcho-capitalisme ne serait pas juste une opinion parmi d'autres, ce serait un trou noir, pensez-y, comme un objet céleste avec une gravité si forte que rien ne peut s'en échapper. Eh bien, la logique de la liberté, si on la suit sincèrement jusqu'au bout, aspirait inévitablement vers ce point de non-retour. Et l'auteur insiste vraiment là-dessus. Ce voyage, c'est un aller simple. Une fois qu'un certain niveau de compréhension est atteint, et surtout une fois que la destination finale est comprise, impossible de faire machine arrière. Chaque nouvelle étape de la pyramide rendrait la précédente, intellectuellement intenable. Voilà, ce modèle de Geirs, c'est une grille de lecture très très structurée, presque déterministe, d'un mouvement politique qui est en réalité très complexe. Mais bien sûr, ça soulève une question fondamentale qu'on peut laisser ouverte pour la fin. Une identité politique, quelle qu'elle soit, peut-elle vraiment être un parcours aussi linéaire avec une seule destination inévitable? Merci d'avoir suivi cette explication.